programme à la Fondation Émergence qui s'appelle Pour que vieillir soit gai. C'est un programme qui existe depuis plus de 10 ans. Et puis le but de ce programme, c'est de sensibiliser les milieux aînés, mais au sens vraiment le plus large du terme, tous ceux qui offrent des services aux aînés, pour que ces milieux-là soient plus inclusifs à la diversité sexuelle et de genre, ce qui malheureusement aujourd'hui, on est vraiment loin de proposer à Montréal et ailleurs des milieux qui soient inclusifs des aînés LGBT, donc lesbiennes, gays, bisexuels et trans. Donc le constat qu'on fait, c'est qu'il y a 10% des aînés qui sont LGBT, mais ce 10%-là, il est complètement invisible. Donc il y a le même pourcentage de LGBT chez les jeunes que chez les vieux, évidemment, mais on ne peut pas en vouloir à ceux qui pensent que c'est moins chez les aînés parce qu'ils sont complètement invisibles. Moi, quand je vais dans des résidences pour aînés, la moitié du temps, on dit non, nous, on n'a aucune personne de LGBT chez nous. Pourquoi les aînés LGBT sont invisibles à ce point-là? On peut résumer ça par le fait qu'ils ont dû se cacher pour survivre. Leur survie, leur bien-être dans la société, ça dépendait de leur capacité à pouvoir dissimuler qui ils sont. Puis maintenant, des fois, on nous dit « mais maintenant, les choses vont mieux, etc. » Mais comme dirait une bénévole à moi, on vieillit comme on a vécu. Donc si vous avez une grande partie de votre vie, si vous avez dissimulé le fait que vous êtes LGBT, c'est pas parce que il y a beaucoup d'ouverture dans la société que vous allez sortir du placard. Et puis ces personnes-là, comme toutes les autres, elles vont vieillir et elles vont subir un autre niveau de stigmatisation qui est celui basé sur l'âge. On vit dans une société qui est très agiste, on en parle, mais pas tant que ça. Mais en fait, dans nos formations, j'interviens jamais seul, je suis toujours accompagné par une personne aînée LGBT. Pourquoi? Moi, c'est ça que j'ai une approche pratique, je parle des études, des réalités, etc. Mais c'est important d'avoir une personne aînée LGBT qui peut parler de son parcours de vie à elle. Le parcours de vie de Chloé, il ne va pas forcément représenter exactement tout ce que j'ai dit, mais il y a certains points qui vont se recouper pas mal. Et voilà, donc Chloé, c'est une de nos bénévoles les plus actives, elle est très active dans la communauté LGBT, c'est un peu une star, Chloé. Et aujourd'hui, je vais te donner la parole tout de suite, mais aujourd'hui elle est avec moi pour vraiment parler de son processus à elle en tant que femme aînée LGBT. Alors bonsoir tout le monde, Chloé, Vio. Alors je suis femme transgenre, aînée. Aînée, je le précise parce que j'ai 78 ans, c'est pas tout le monde qui le... J'ai oublié de le dire au début de mon témoignage auparavant. Les jeunes, à un moment donné, ben oui, mais t'es-tu aîné? Ben oui, je suis né en 1949. Alors, je suis de l'après-guerre, une vraie baby boomer. Et puis, dans mon parcours, ce que je vais vous parler là, ce soir, imaginez un jeune de 9 ans. Moi, je me retrouve à 9 ans. Là. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est le parallèle entre des jeunes qui vont vivre ce que moi j'ai vécu il y a 60 ans. OK? 60, ouais, c'est ça. 60 ans. Alors, moi, c'est à 9 ans vraiment qu'il y a eu un signe d'appel qui, en quelque part, pour moi, ça ne voulait absolument rien dire. Alors, quand on parle de jeunes d'aujourd'hui, déjà, on entend parler de dysphorie de genre, transidentité, non-binaire, tout ça. Alors, on se reporte à l'âge que j'avais à 9 ans. On n'entendait pas ça du tout. Alors, j'avais des comportements, je commençais à avoir des comportements tout à fait normaux chez les jeunes. Et puis moi, ce que je me rappelle le plus, c'est que c'est probablement au moment où ma sœur est venue au monde, on a 8 ans de différence. Et probablement que le fait de voir un bébé, une vulve, une fille, ça a déclenché de quoi chez moi. Puis c'est comme, pour moi, j'aimais pas mon sexe du tout. J'ai rejeté mon sexe et je le cachais, je faisais comme si j'avais une vulve et puis tout ça. Et, alors, mais je vivais ça très mal, beaucoup de difficultés dans le sens que je ne savais pas c'était quoi, je n'osais pas en parler, j'avais honte de dire ce qui se passait. Alors, j'ai vécu
vécu comme ça pendant un petit bout de temps, jusqu'au jour où ma mère, là on se retrouve peut-être, j'avais 11 ans, ma mère qui me fait l'éducation, la sexualité, la reproduction, et ma sœur plus vieille, on a 1 an de différence. Alors probablement que ma sœur, à la puberté, dans ce coin-là, elle a fait justement l'enseignement. Alors, peut-être je vais faire ça avec mon fils. Alors moi, c'était encore pire dans ma situation, dans ce sens que, quand une mère qui disait à un moment donné, les jeunes filles deviennent une femme quand elles sont menstruées. Ah! Puis là, moi, j'ai réalisé que je ne serais jamais une femme. Alors ça, pour moi, c'était un dur coup. Alors, encore là, sans trop savoir ce qui se passait, tu vis ça dans ta tête avec beaucoup de culpabilité. Alors, j'ai grandi comme ça, jusqu'à un moment donné où je me retrouve à l'adolescence. Et le pire, c'était au moment où moi, j'ai rencontré des filles. Alors, c'est là que j'ai fait l'association. J'étais avec des filles que moi, j'ai commencé à envier. J'étais pas bien avec ça. Plus tard, je me suis questionné beaucoup sur mon orientation sexuelle. Mais parce que tout ce qui te vient en tête, tu es hétéro ou tu es homosexuel. Hein? Julien l'a bien expliqué tout à l'heure. On n'a pas de modèle à part ça. Puis en plus, elle disait, tu es homosexuel, mais c'était pas bien vu dans le temps. C'était pas... Et moi, j'étais une petite fille qui avait beaucoup de gêne et de timidité. Alors, mais il y a quelque chose qui s'est passé à un moment donné, à mon adolescence. Je vois là. J'ai commencé à être populaire auprès des femmes, mais ne sachant pas trop tôt ce qui se passait avec moi, j'essayais de rester dans mon rôle masculin le plus que possible. Parce que c'était valorisant. Alors, encore là, j'ai grandi comme ça, jusqu'à un moment donné où j'ai eu des dépressions, des anxiétés, beaucoup de remises en question. J'avais plus le goût de vivre. En fait, c'est ce qu'on entend parler aujourd'hui chez les plus jeunes, c'est tout. Mais moi, j'ai vécu, mais dans le silence. Personne ne peut t'aider. Alors, je trouvais ça bien, bien dur. Fait que j'ai continué comme ça. Et je vous dirais qu'à peu près en 2000... en 85, j'ai rencontré une fille qui est devenue ma femme, ma première femme. Et ça a été vraiment un gros déclencheur dans le sens que j'étais pas bien dans ma peau. On s'est séparés à un moment donné, je pense que c'est 7 ans après, c'est l'année. Et par la suite, c'est là qu'il a commencé à se passer quelque chose, surtout avec la venue d'Internet. Dans le sens que j'ai commencé à aller sur Internet, voir il y avait des images, ça m'a ramené à moi à l'âge de 9 ans, jeune. Puis là, je pensais à ce que je vivais dans ce temps-là, puis je me disais, c'est pas réglé, c'est encore dans ma tête. Et c'était très difficile au moment où je me suis séparé. Mais par contre, il a commencé à avoir je commence plus à m'exprimer, puis à commencer à en parler avec les femmes, pas avec les gars, parce que les gars ne comprenaient pas trop, à part où je lui en ai parlé, puis il avait fait de la cours en sexualité, puis go for it, vas-y, va à New York, qu'est-ce que tu vas habiller, tout comme ça. Mais encore là, lui pensait à plus du travestisme. Mais alors, moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je trouvais que ça avait bien du sens, mais je n'étais pas capable de faire ça. Incapable. Alors, ça a continué comme ça. Et en 2007, les choses s'aggravaient encore plus. Là, j'étais vraiment en très mauvaise position. Là, j'étais, pas suicidaire, mais j'avais plus le goût à la vie, pas du tout, pas du tout. Et puis, j'ai même parlé de ça à mon médecin qui, en quelque part, il m'a envoyé en psychiatrie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je ne savais pas quoi faire avec ça. Je le vois encore, ce médecin-là, aujourd'hui.
Et puis eux autres, je tombe entre deux chaises, ils ne comprennent absolument rien de tout ça. Fait que j'étais bien découragé et j'ai commencé à regarder sur Internet, j'ai vu quelque chose à l'hôpital l'hôpital général. Il y avait un programme en psychiatrie pour... Il parlait d'identité de genre, un peu, là. Tu sais, je sais pas trop, je ne me rappelle plus, mais je me suis retrouvé avec des personnes qui voulaient changer de sexe carrément. Là. Mais moi, dans ma tête, ça faisait pas mon affaire parce que je voulais comprendre la féminité que j'avais en moi. Pourtant, même si je n'aimais pas mon sexe, je voulais comprendre pourquoi je me sentais une femme, puis je ne peux pas être une femme. Je me disais, ça, tu sais, j'avais beaucoup discuté avec ça. Et là, j'ai rencontré une fille. Et c'était mon premier coming out que j'ai fait. Là, j'ai dit, je ne m'implique pas avec quelqu'un sans parler de ce que je vis. Et c'est là que je lui ai dit, écoute, j'aimerais ça qu'on soit ensemble, je t'aime, puis ça, c'est au début. Et j'ai dit, écoute, je me sens plus une femme qu'un homme. Là. Je me sens une femme, là, intérieurement. Elle m'a pas cru, puis je peux comprendre, parce que je jouais beaucoup le rôle aussi, mais c'était pas bien le rôle du gars, là. Mais, malgré ça, on a continué ensemble, on s'est mariés. Alors, c'était mon deuxième mariage. Puis, ce qu'elle m'a dit, c'est, écoute, tu sais, ta femme, là, ta féminité, tu peux la vivre à travers moi. Là. Je trouve ça le fun. Cette femme-là, je la désirais, je l'enviais. Alors, j'ai dit oui. Je trouvais ça le fun, dans le premier temps. Et à un moment donné, bien, je pense qu'autant pour un ou pour l'autre, elle s'est rendue compte qu'elle était bien plus avec une femme qu'avec un gars. Et puis moi, bien, tout ce que je faisais pour elle, j'assèche son linge, je faisais ses manucures, Puis là, à un moment donné, j'ai dit, hey, là, ça ne marche pas. Ce que je peux faire pour elle, avec elle, je peux le faire pour moi. Et ça s'est passé à peu près à un moment où j'ai été en acupuncture, et puis mon acupunctrice, au début, m'a fait passer un bilan santé. Elle me demande au niveau psychologique comment je me sentais. J'ai dit panique, etc. À la fin du traitement, elle me demande qu'est-ce que c'est? Savez-vous, c'est quoi qui provoque ça? Bien, j'ai dit, je me sens une femme, pas un gars. Ah, je comprends. Fait que c'était le gros déclencheur, ça. C'est la première personne vraiment. Là. Parce qu'avant, j'en avais parlé à quelques filles, qui me disaient, ben, c'est un fantasme. J'ai arrêté d'en parler. Alors, à partir de là, elle m'a suggéré d'aller voir un thérapeute. Et puis, et à partir de là, j'étais encore marié, là, j'étais encore avec l'enfant. Et on a, le thérapeute et moi, on a travaillé pendant 1 an et demi, 2 ans sur mon identité de genre et puis aussi sur ma séparation, éventuellement. Alors, mais, je me suis séparé en 2015, 14-15. Et à partir de là, tout de suite, par la force des choses, je me suis retrouvé en Estrie à cause d'un projet que j'avais. Et je suis parti en Estrie, puis j'ai commencé mon coming out là. Alors, j'ai commencé mon coming out en région. Et ce qui est particulier, par contre, c'est que j'ai fait un coming out tranquillement parce que j'ai lâché Sherbrooke, j'ai fait un groupe qui s'appelle Caméléon. Et puis, ça m'a beaucoup aidé. Ça n'a pas été long. 2 mois après, je suis parti à Cuba. Puis, je me suis habillé comme je voulais. J'ai vécu comme je voulais. J'avais tout mon kit, maquillage, tout ça. Tout ça là. Alors, j'ai trouvé ça tellement agréable. Alors, c'est là, quand je suis revenu, que j'ai vraiment commencé ma transition. Mais dans mon village. Sauf que je ne l'ai pas fait auprès de mes proches. J'ai fait ça dans mon village. Puis une chance que je l'ai fait comme ça, parce que ça aurait été dans la condition que j'étais, parce que j'étais en amour, moi, avec la femme qu'on s'est laissé, là. J'étais en amour, puis j'étais encore en amour, là, tu sais, c'est comme si j'ai trouvé ça difficile, là. Alors, j'ai eu une dépression, encore, tu sais, c'est comme ça, j'ai pogné le creux de la vague. Mais, en revenant, j'ai commencé justement à changer dans mon village. Et puis, c'est sûr qu'il y a eu des regards, pas de remarques, mais je voyais que les gens n'étaient pas à l'aise. Puis à Cuba, bien aussi, j'ai vécu des choses, des belles choses, des choses moins de fun. Mais c'est là que je me suis rendu compte que j'étais capable
C'était le gros changement pour moi. Là. Jamais j'aurais imaginé ça. Là. Mais ça a parti comme ça. Puis une chance que j'ai fait mon coming out en Estrie, parce que dans ma famille, ça a été mal reçu. C'était difficile, pas juste dans ma famille, dans mon entourage, parce que j'avais déjà commencé à me faire appeler Chloé dans mon village, même si je n'avais pas fait le changement de nom encore. Mais je voulais qu'on m'appelle Chloé. Alors, les gens qui n'ont pas été capables, ben, ils sont plus. Il n'y en a plus beaucoup. Sérieusement. Alors, par contre, quand j'ai fait ça auprès de ma famille, c'est ma mère qui a été la première vraiment à qui j'en ai parlé. Puis aujourd'hui, elle a 96 ans. Là. Donc, elle a toujours bien reçu. Mais le reste de la famille, c'était très difficile. Même la famille, les cousins, les cousines, tout ça. Ça, c'est un fossé qui s'est créé. Et c'est une période où, en quelque part, Julien en parlait tout à l'heure, où on se retrouve isolé. Alors, j'étais dans ma campagne, isolé. J'ai quand même essayé de m'impliquer à Waterloo. Il y avait la chorale, il y avait le... voyons, mais qu'est-ce qu'il y a fait la chorale? Toi, là. Ah oui, Maison de la culture. Alors, j'ai tout fait pour être capable de me maintenir debout. Et puis, c'est là que j'ai commencé à vraiment comprendre encore plus que j'avais une mission qui était celle d'enseigner, d'informer, de renseigner. Et c'est à ce moment-là que j'ai été en contact avec Fondation Émergence, qui a fait que je me suis impliqué dans la communauté LGBT. Il y a eu en Transmauricie, Centre du Québec, c'était vraiment le début, mais tout de suite après ça, il y a eu Fondation Émergence. Mais Julien parlait de famille choisie, mais c'est tellement important parce que c'est là que... Regardez, pour ceux qui me connaissent, là, il y a 4 ans, là, j'aurais jamais imaginé d'être où je suis aujourd'hui. Je rencontre des gens formidables, des alliés, en tout cas, pour moi, c'était un support, ça m'a donné une grande force, mais en même temps, de l'autre côté, qu'on voyait chez moi aussi une grande force pour, justement, de parler de diversité sexuelle, de genre, mais de ma génération. Quand j'ai fait, justement, ma séparation et tout, j'étais isolé, je voulais comprendre pourquoi il n'y avait pas de personnes de mon âge dans ma réalité. J'en trouvais pas. Je me suis parti à un blog, Transgenre Baby Boomer, qui est encore là, mais il n'a jamais fonctionné vraiment. Il n'y en a pas. Puis, pas pour dire qu'il n'y en a pas, mais c'est difficile à un certain âge de sortir du garde-robe. Puis encore là, ce que Julien disait tout à l'heure, c'est que quand on est lesbienne ou gay, c'est sûr qu'on peut toujours rester sous l'anonymat, mais comme dans mon cas, ou même comme les plus jeunes, quand on devient une personne trans, habituellement, il y a des gros changements qui se font, et ces changements-là font qu'il faut assumer qu'en quelque part, on se dévoile, on ne peut pas rester dans le garde-robe. C'est différent pour les femmes transgenres que les hommes, parce que les hommes, ils vont, après 6 mois, avoir beaucoup de changements physiques. Après 1 an, c'est quasiment impossible de savoir. Alors qu'une femme transgenre, bien, la grosse problématique, c'est souvent les cheveux, la voix. Les hommes trans, la voix va changer. Alors, c'est une décision que j'ai prise, puis de me lancer, puis de dire, bien, moi, j'ai de quoi à dire, j'ai de quoi à faire par rapport à ma communauté, puis je trouve que c'est important de je sais pas, servir de montrer ce que moi j'ai vécu dans mon passé, puis ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Alors, puis moi, je souhaite qu'il y ait vraiment plus de monde. Je travaille beaucoup sur ça, des gens de ma génération, à se reconnaître dans ce que je vis. Je ne pourrais pas dire que j'ai vécu beaucoup de discrimination comme telle. Non, j'ai la tête haute, puis je me suis toujours bien débrouillé dans ça. Mais j'ai toujours été respectueux. Comme dans mon village, je faisais très attention.
Je commençais doucement, mais je n'ai pas provoqué. Hein? C'est comme, tu sais, aujourd'hui, on m'appelle Chloé. Je sais, c'est comme, c'est tout petit, c'est vraiment le fun. Alors, c'est ça, c'est un apprentissage, alors c'est comme pas facile. Mais la grosse difficulté, c'est sûr, Julien en parlait tout à l'heure, c'est tout ce qui touche le problème de la santé. Moi, j'ai eu naturellement le changement de nom qui a été fait pour moi il y a 2 ans et demi à peu près. Là. Okay? Alors, j'ai commencé le traitement d'hormones, ça fait 3 ans passés, changement de nom, et ensuite de ça, là, on m'a demandé, dans mon processus, si, quelque part, j'avais pensé avoir une réassignation de sexe. Sur le coup, moi, j'ai dit non. C'est comme, tu sais, à mon âge, là, je ne pouvais pas penser que même si dans mon cas, c'est important, mon sexe, je ne l'aimais pas. Mais on s'est déçu avec les années. Mais j'ai un fils aussi, j'ai eu un enfant aussi, là, qui a 28 ans. Alors, mais ça n'a pas été long que la décision s'est prise, et puis ça a fait 1 an en juin que j'ai eu une réassignation sexuelle. Ouais. Fait que ça, je suis bien contente de ça. Et, mais ça amène des problématiques dans le milieu de la santé. On en parlait. J'ai vécu quelques petites affaires, mais encore là, c'est normal. Puis en même temps, c'est comme... Moi, je fais de l'enseignement puis de l'information à travers tout ça. Mais je me suis retrouvé, mettons, à l'urgence le 5 janvier l'année passée, mais je n'ai pas été à Green Bay parce que j'avais peur. Comment est-ce qu'on va réagir ici en me voyant? Tu sais, une transsexuelle, là, c'est. Puis j'avais des problèmes d'infection urinaire, en fait. Problème de femme. Alors, mais j'ai bien fait d'aller. J'étais au CHUM, et puis c'était correct, mais encore là, c'est quand je t'arrive là, j'ai vu une gynécologue, j'ai vu la chef infirmière, et puis... Mais à un moment donné, elle me demande est-ce qu'il y aurait une résidente qui pourrait venir, tu sais. Je dis oui, mais tu sais, le long respect, là, ben c'est ça. Elle arrive et dit ah, c'est comme une vraie! Tu sais? Alors, c'est la réflexion que j'ai eue, ça, de cette jeune-là qui est arrivée, puis qui a tes jambes ouvertes. Hey, c'est comme une vraie! Alors, c'est des genres de... Tu sais, il y en a eu des petites choses comme ça. Alors, c'est sûr que pour les personnes trans, ben, c'est évident qu'on est étiqueté. Le problème dans les milieux de santé, puis aussi dans les établissements de personnes âgées, ben, c'est sûr que pour moi, ça va être un débat, ça aussi, mais je vais continuer quand même à faire mon travail que j'ai toujours fait dans le passé, d'informer, de renseigner. Et puis, ben, c'est ça. Puis, ce que je ne l'ai pas dit, ben, mon orientation sexuelle, moi, a toujours été les femmes. Bien souvent, les gens vont poser cette question, ben oui, mais si, t'es sous hommes maintenant. Ça, c'est classique. Mais non, moi, j'ai toujours aimé les femmes, et puis je me suis rapproché des femmes tellement plus. Je suis encore amoureuse des femmes. Mais maintenant, on est ensemble, les femmes et moi. C'est ça qui est extraordinaire. Merci. Merci.